Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer la virilité en compagnie de Vincent Hupertan, urologue, sexologue. N'hésitez pas en tout cas à nous donner votre avis. D'abord la devinette avant d'accueillir Philippe Breneau. Quel est le point commun entre une femme et une piscine ? Vincent. Ça, quelque part dans des propriétés physiques des liquides qui coulent, un truc comme ça, non ? C'est pas trop, c'est un petit peu ça, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est que toutes les deux coûtent cher d'entretien pour le peu de temps qu'on passe dedans. N'est-ce pas ? Vous êtes d'accord ? Ça coûte très cher, une piscine et une femme. Et puis en fait, quand on y réfléchit, pour le peu de temps qu'on passe dedans, surtout en région parisienne. Bon, bref, passons. Philippe Breneau, vous avez l'air choqué. Non, je suis amusé, mais c'est... Vous n'auriez pas osé le dire. Non. On n'ose plus en tant qu'homme. Quand même. En tant qu'homme, on n'ose plus rien dire. Mais moi, je m'en fous, je suis une femme, je peux tout dire. Voilà, c'est l'avantage. Ah, ça, c'est très vrai. C'est vrai. Que nous, les hommes aujourd'hui doivent trouver leur place. Voilà, il faut qu'on réfléchisse à la place qu'on doit. Bon, vous savez ce qu'on a dit sur la virilité aujourd'hui, Philippe Breneau, avant que vous arriviez. On a dit que les hommes, maintenant, pour montrer qu'ils sont virils, ils se laissent pousser la barbe. Voilà. Oui, mais moi, j'ai juste commencé. Oui, ça commence comme ça. J'ai une virilité de 2 jours et demi. Ça se met en millimètres, 2 millimètres et demi. Ah oui, bah oui. Je n'en dirai pas plus. Alors vous allez nous parler des de l'écoféminisme, pardon. Je vais vous parler de l'écoféminisme et d'une réflexion d'abord. C'est pas de la grande philosophie, mais je m'interroge devant l'évolution très lente des idées, entre le moment où elles sont pensées, réfléchies, la prise de conscience par quelquefois des intellectuels, des gens dans le domaine technique qui prennent conscience de quelque chose, et la prise de conscience ou la conscience de toute une population. Faut-il se résoudre à la lenteur des prises de conscience ? Si l'on y réfléchit, ça met 20, 30, 50 ans pour que les idées neuves adviennent. Par exemple, dans le domaine de la sexualité, la contraception et l'IVG il a fallu tout le XXe siècle pour arriver à quelque chose qui est, dans les faits, qui n'est pas très bien compris. Moi, je crois, la plupart des gens ne comprennent pas l'importance essentielle dans la liberté des femmes et dans la place sociale des femmes qu'occupe, par exemple, l'interruption volontaire de grossesse et la contraception, et regardez le nombre de pays qui peuvent le remettre en cause. Les violences faites aux femmes dans les années 80, on essayait de parler de l'inceste, et c'est maintenant, heureusement, il y a les hashtags qui vont un petit peu bousculer les choses, mais il faut 50 ans. Et ça, je trouve ça un petit peu dramatique. Alors, je reprends ma casquette d'anthropologue, parce que je vois la même chose avec un autre concept. Oui, en tant qu'anthropologue, j'ai dirigé pendant plus de 20 ans le certificat international d'écologie humaine à l'université Bordeaux 1. Et à l'époque, on s'occupait de la prise de conscience de l'action anthropique, et l'action anthropique avec un A, c'est-à-dire de l'homme sur la nature. Je me souviens avoir organisé en 1980 le premier colloque international d'écologie humaine à Bordeaux sur l'homme et l'eau, et on a trouvé tous les techniciens de l'époque, tous les spécialistes disent l'eau sera le premier bien de consommation à manquer aux humains. On n'en parle même pas. On parle très peu des actions délétères sur l'environnement parce que c'est très difficile. L'écologie a eu autant de mal que les idées, on disait, sur le sexe, sur le féminisme, d'avancer. Et alors, moi je m'interrogeais là-dessus parce que dans cette prise de conscience, notamment de l'écologie, il y a un levier supplémentaire qui apparaît. C'est le levier féminin. Je dirais féminin plutôt que féministe. Mais c'est très vrai. Il y a beaucoup d'enquêtes qui l'ont montré que les femmes sont très sensibles à l'environnement. C'est peut-être pas pour rien que Greta Thunberg est une femme, c'est possible. En tout cas, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont montré qu'elles sont beaucoup plus attentives à la préservation, aux mesures de protection et ainsi de suite. Et cette notion d'écoféminisme réapparaît. Alors, elle est assez ancienne, elle date des années 1970. Françoise d'Aubonne, qui est une des grandes féministes françaises, Françoise d'Aubonne va inventer ce mot. L'écoféminisme est un courant de pensée politique
qui est né de la réunion des pensées écologiques et féministes dans le même temps, des années 70, qui considèrent, alors c'est là qu'il y a quelque chose d'un petit peu fort pour certains, qui considèrent qu'il existe des similitudes entre les systèmes de domination des femmes par les hommes et de surexploitation de la nature par les humains. Alors le terme forgé par Françoise d'Aubonne montre combien le féminisme est une condition de l'écologie. En faisant par exemple le postulat que les hommes, le patriarcat, ont fait à la fois la main basse sur le ventre des femmes et sur les ressources naturelles. C'est dans un discours pas forcément radical, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que les deux actions peuvent être parallèles. Françoise d'Aubonne crée alors ce mot d'écoféminisme, qu'elle décrit comme un nouvel humanisme. Et je trouve intéressant à l'époque, ce qui est moins fort que certains féministes radicaux aujourd'hui, je vais vous en dire un tout petit mot, comme un nouvel humanisme dont l'objectif n'est pas la prise de pouvoir par les femmes, mais la gestion égalitaire d'un monde à renaître, c'est-à-dire qu'il puisse, c'est ce qui devrait se passer aujourd'hui, qu'il y ait une gestion égalitaire pour arriver à ce but d'un équilibre meilleur de la planète, et on sait que c'est bien compliqué. Alors toutes ces études le montrent, on se rend compte aussi que le stéréotype écologie égale féminin semble très ancré dans nos cultures. Écologie égale féminin, c'est-à-dire à la fois les femmes se préoccupent plus, et puis les hommes qui s'intéressent à cela sont souvent considérés comme féminins. Et dans des jeunes générations, ils ont beaucoup plus d'attrait pour certaines femmes qui sont très sensibles à cette attitude. Alors il y a une très belle synthèse qui vient d'être faite dans un ouvrage qui est réalisé par quelqu'un que vous connaissez, Brigitte, qui est Christine Castelin-Meunier. Elle est sociologue au CNRS. Elle est bien connue pour son travail sur l'évolution de la famille et la masculinité. Je vous rappelle quelques titres de Christine Castelin-Meunier. Cramponnez-vous les pères, les métamorphoses du masculin et puis l'instinct paternel. Et son mari, Francis Meunier, est un spécialiste de thermodynamique et des énergies renouvelables. Et alors ils ont écrit un ouvrage qui est assez intéressant, qui s'appelle donc Écoféminisme pour un écoféminisme. 15 actions au secours de la planète, toujours avec ce parallèle entre le corps de la femme et celui de la planète, qui peut paraître excessif à certains, mais il y a des éléments de pertinence. Il est certain, moi je dirais que le cri des femmes ne peut être étouffé aujourd'hui. Toutes les femmes qui souffrent. Par contre, le cri de la planète, il a beaucoup de difficultés à être entendu. Si les deux peuvent se conjoindre, pourquoi pas? Alors, quelques positions extrémistes pour terminer, pour faire une conclusion, pourront paraître extrémistes à certains, comme réveillant la guerre des sexes. C'est par exemple ce que l'écoféminisme appelle des valeurs toxiques. Il y a le masculin toxique endommage la Terre. Le nucléaire est un monstre du patriarcat. Et puis des provocations qu'on a entendues, vous savez, dans les manifestations pour le climat. Alors, elles sont un petit peu crues, Brigitte, mais dans l'émission, on peut le faire. Ouais, j'essaie de la prononcer. Léchez des clitos, pas le cul de Monsanto. Enculez-nous, pas le climat. Ma planète, ma chatte, sauvons les zones humides. Alors ça, c'est un slogan, le dernier, qui est assez connu parce qu'il dénonce l'utilisation des tampons périodiques qui polluent autant la planète que le corps des femmes. Moi, je crois que le respect des femmes et puis tout ce qui évolue pour qu'il y ait sinon une parité, qu'il y ait une égalité, vraiment des attitudes conjointes. Moi, je crois qu'on est dans un grand défi, parce que tout le monde le sait. On est un grand défi planétaire, mais c'est très vrai que les femmes y sont beaucoup plus sensibles et que les hommes qui nous écoutent, mais ceux qui écoutent l'émission, Brigitte, vous savez, qui sont sensibles et certainement qui s'intéressent aussi au devenir de la planète. Oui, bien sûr, mais c'est encore une fois, de quoi on parle quand on parle d'écologie, c'est toujours le problème. Moi, je suis pas pour les centrales nucléaires, mais enfin, pour l'instant, c'est quand même une énergie propre dont on a besoin. Donc voilà, je sais pas. Ce que je trouve toujours intéressant quand on parle d'écologie, c'est de rappeler un chiffre assez effrayant que vous connaissez sans doute, Philippe Breneau. Tous les ans naissent dans le monde, donc pas en France, 200 millions d'enfants qui n'ont pas été désirés.
Et il suffirait qu'il y ait 200 millions d'enfants de moins qui naissent par an pour qu'on arrive enfin à arrêter la population galopante qu'il y a sur la Terre. C'est un chiffre que je ne connaissais pas et que je note. Oui, et je crois 200 millions d'enfants non désirés. Tous les ans naissent dans le monde. Et je crois que la seule manière, enfin pour moi la meilleure manière, et c'est là où je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur le ventre des femmes, c'est qu'on aide les femmes à comprendre à quel point avoir un enfant, c'est un geste qui nous concerne tous sur le plan écologique, puisqu'on sait très bien que c'est un enfant qui naît est beaucoup plus nocif pour l'écologie que celui qui roule peut-être en gasoil. Enfin, oui, c'est évident. Donc moi, bien sûr que je suis pour que les femmes aient des enfants si elles en ont envie. Hein. Attention, qu'on ne se méprenne pas. Et d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, Vincent Hupertan, qu'il y a de plus en plus de gens qui décident de ne pas avoir d'enfants parce que justement ils prennent conscience de tout ça. Oui, donc je crois que c'est vraiment, ça fait avec notamment avec Christian Jamin, on avait essayé il y a 15 ans de voir ce qu'on pouvait faire pour aider tout ça, mais on se rend compte qu'on se confronte à des tas de pays qui sont au contraire, on voit la Chine maintenant qui repart sur une politique de natalité. Enfin, on est de toute façon face à un désastre. C'est évident. Alors c'est vrai que le grand débat là, même dans cet écoféminisme, l'idée est intéressante. Après, il ne faut pas qu'on soit dans les extrêmes. Mais c'est très vrai que c'est la régulation de la planète. Et les femmes sont au centre de cela. Parce que cela dit, la planète, elle vivra très bien sans nous. Hein. Il faut arrêter aussi de dire qu'on va sauver la planète. Hein. On va sauver nos ressources. Hein. Non, mais c'est important les mots. Hein. Moi, j'en ai marre aussi d'entendre on va sauver la planète. La planète, au contraire, elle vivra beaucoup mieux sans nous. Hein. Mais au centre de tout cela, il y a quand même ce problème de l'existence sociale des femmes par la contraception, par l'IVG. Ben ça, bien sûr. Mais c'est peut-être la très grande cause à faire savoir, parce que très peu en ont conscience. Oui, mais sauf que là, on vient de passer à 14 semaines, pour l'IVG. C'est ridicule. Tous les gens un peu sensés disent que c'est ridicule. Il fallait pas augmenter le délai de l'IVG. Déjà 12 semaines, c'est beaucoup. C'est dangereux pour le corps des femmes. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire on n'arrive jamais à faire un vrai débat intelligent sur toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une vraie éducation à la sexualité, qu'il y ait beaucoup plus de contraception, parce que des grossesses non désirées, ce que vous évoquez en chiffre mondial, je ne connaissais pas, mais en France, chaque année, c'est dramatique. Parce que sont tous ces enfants non désirés? Parce que l'éducation à la sexualité n'est pas faite, la contraception n'est pas connue, n'est pas bien connue, et tous les droits qui sont attachés à cela. Et c'est pourquoi on parlait tout à l'heure de la contraception masculine. Hein. Donc, on voit dans les pays, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Donc, c'est des pays où il y a une vraie notion d'écologie et d'équité femmes-hommes. On voit que la contraception masculine, elle est primordiale. C'est après 40 ans, la question ne se pose plus. Et donc, on a l'impression, d'ailleurs, on voit les chiffres de la natalité. Il y a des pays où ça commence à stagner, et puis il y a encore quelques leviers en Afrique et en Asie. Voilà, mais petit à petit, on pense que tout ça va se stabiliser. Et en même temps, on parlait de la contraception non hormonale. Peut-être que là, je disais, c'est trop tôt dans 5 ans, mais il y a beaucoup d'espoir, parce que ce qui permettra à terme de faire en sorte que cette égalité, les hommes ont la main sur le ventre des femmes. Justement, par cette contraception, on va amener une vraie égalité face à la contraception. Complètement raison. Moi, je crois que ça, c'est un levier. Ça serait la prise de conscience des hommes et qu'ils participent à la contraception. Mais ils en ont envie, hein. Moi, je vois depuis 20 ans, j'entends plus d'hommes qui sont prêts à faire une vasectomie qu'il y a 20 ans. Donc on voit que ça bouge aussi. Ici. Les chiffres sont là. Il y a 10 fois entre 2010 et 2020, il y a 10 fois plus d'hommes en France qui ont réalisé une vasectomie contraceptive. Et en partant du principe qu'en plus que c'est pas tout à fait définitif parce qu'elle est potentiellement réversible, on se rend compte que c'est une vraie solution en attendant qu'il y ait des solutions de type contraception non hormonale. Et méfions-nous quand même des écoféministes, Philippe Breneau, parce qu'il y en a une qui a dit très récemment qu'une société sans hommes était tout à fait envisageable, alors qu'une société sans femmes, ce n'était pas envisageable. Hein. Je crois que c'était le soutien d'un candidat
N'est-ce pas, l'élection. hein? Oui, tout à fait. Donc, attention. Tout à fait. Mais on revient sur ce qu'on est en train de dire. Au centre, il y a quand même cette information et éducation à la sexualité Mais évidemment. qui est primordiale et qui serait la solution à beaucoup de choses. Mais il faudrait qu'on y travaille tous ensemble, tous les trois, et tous ceux qui on sont... va le faire encore plus. N'est-ce pas? Merci Philippe Bruneau. De toute façon, on peut vous retrouver évidemment dans tous vos livres qui sont formidables. À tout de suite.